Bonsoir à tous, le 7-8 journal de TV78, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du mardi 5 février. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. La journée de grève nationale à l'appel de la CGT, suivie par d'autres syndicats et gilets jaunes. Ils réclament notamment une hausse des salaires. À cette occasion, le mouvement En Génération en a profité pour parler du service public. Ces militants yvelinois ont rencontré ce matin les cheminots mobilisés à Versailles. L'Île-de-France est depuis la deuxième semaine de janvier en phase épidémique de la grippe saisonnière. Le pic devrait être atteint dans les prochains jours. Dans ce contexte, l'Agence régionale de santé sensibilise pour éviter la propagation du virus. Invitée Corinne Drougard, déléguée départementale adjointe de l'ARS Île-de-France. Et puis avec l'incarcération de son désormais ex-président au Japon, la question de l'évolution de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se pose aujourd'hui. Quelle est la situation au technocentre Renault de Guyancourt et ses 11 000 salariés ? Reportage. Tout à l'heure également sur ce plateau, le directeur de BGE, Yvelines. La structure sera présente demain et jeudi au Salon des entrepreneurs à Paris. Avant de développer ces titres, ce chiffre, 49 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département en 2018. Le bilan de la sécurité routière a été dévoilé, un bilan qui ne s'améliore pas et qui stagne même sur 5 ans. Parmi les 49 victimes, 23 automobilistes, 14 piétons, 7 motards et 5 cyclistes. La moitié a perdu la vie sur autoroute. Les principales causes d'accidents sont dans l'ordre, l'alcool, les stupéfiants, la vitesse et l'inattention des conducteurs. Aujourd'hui donc, la CGT appelait à une grève nationale de 24 heures, mobilisation qui a débuté notamment ce matin au marché international de Rungis. Le mouvement des jeunes générations en a profité pour aller à la rencontre des manifestants. Manon Varaldo a suivi les échanges avec les cheminots de Versailles. Tristan, étudiant à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, milite depuis 2 ans au sein des Jeunes de Génération, mouvement créé par Benoît Hamon le 1er juillet 2017. Ce mardi 5 février, le parti lance sa journée de défense du service public. Ce tour de France du service public, c'est de leur redonner la parole, leur redonner l'occasion de se mobiliser, leur donner l'occasion que tout le monde puisse connaître leur mot d'ordre et que nous puissions avec eux travailler sur de nouvelles alternatives à toutes ces questions-là, voir quels sont leurs besoins concrètement sur le terrain aujourd'hui. Le service public, aujourd'hui, c'est le pacte républicain, c'est le pacte social, c'est ce qui fait que nous sommes égaux en droit et dans les faits. En cette journée de grève nationale, il participe à l'Assemblée générale des cheminots dans les locaux de la CGT en gare de Versailles-Chantier. Tristan, les jeunes générations qui viennent quand même souvent nous soutenir. Le but avec Génération, c'est qu'on vienne voir tous les acteurs du service public. Aujourd'hui, c'est une grosse journée de mobilisation, c'est l'occasion pour nous aussi de participer à des actions locales. La CGT est à l'initiative de cette grève nationale de 24 heures, un mouvement pour réclamer une hausse des salaires et une meilleure justice fiscale. Des militants et des gilets jaunes ont d'ailleurs bloqué le marché international de Rungis dès minuit. La mobilisation s'est achevée à 5 heures ce mardi matin. Oui, nous n'avons pas de doléances vis-à-vis du gouvernement. Nous avons des revendications à porter à nos employeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en grève aujourd'hui, en cessation du travail. On a de moins en moins de moyens pour faire les choses, qu'on transporte les gens dans des wagons à bestiaux qui sont mal entretenus, qu'il n'y a pas les moyens humains pour pouvoir assurer du service. Je me rends compte que parfois le chemin de fer fonctionnait mieux au 19e siècle parce qu'il y avait des gens. Nous réclamons les hausses de salaire et des pensions pour nos anciens aussi. Les jeunes de Génération continuent leur tour de France dans les Yvelines. Ils se sont rendus dans l'après-midi à l'hôpital de Plaisir. Et cette journée de grève nationale n'a pas créé de perturbations dans le secteur des transports dans les Yvelines. Quelques conséquences à noter tout de même dans certaines villes comme Versailles et Plaisir. Dans les écoles, l'accueil périscolaire et la restauration scolaire. Comme dans d'autres communes, Guyancourt a par exemple assuré aujourd'hui la distribution de repas à ses écoliers en répercussion d'un mouvement de grève des salariés chez le prestataire Sogeres. La banlieue parisienne échange avec le président de la République. Hier en Essonne, Emmanuel Macron a rencontré les acteurs locaux de la politique de la ville, élus, associations et citoyens engagés. Une réunion dans le cadre du grand débat national à laquelle ont participé plusieurs maires de Saint-Quentin en Yvelines et qui ont pu s'exprimer. L'édile de Guyancourt, Marie-Christine Le Tarnec, a parlé de sa volonté de continuer à construire du logement social dans sa ville. Grégory Garestier, lui, a demandé la mise en place d'un contrat de confiance territoriale pour arrêter les pénalités sur le manque de logements sociaux. Et Nelly Dutu pour la Verrière a dénoncé de son côté les inégalités territoriales que subit sa commune, avec pour conséquence notamment la fuite des services publics. Les propos sont recueillis par Mickaël Elmidoro. C'était un débat qui a duré plus de 6h30, où le président de la République est venu à la rencontre des maires de banlieue. C'était une très bonne chose. Ça nous a permis de nous exprimer sans filtre.
Le président de la République a entendu, il a dit que la réflexion devait être posée, qu'il pouvait y avoir en effet une réflexion à l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie, qui je pense en effet est la bonne idée, mais en tout cas je pense avoir porté une réflexion qui a été entendue par les élus locaux. Les réponses sont encore vagues quand même. Donc bon, on a écouté le président de la République. Moi maintenant ce qui m'importe c'est ce qui va en sortir. Quels sont les actes concrets, quelles sont les décisions concrètes qui vont être votées. Et là, j'attends de voir quand même. Une page santé dans ce journal, la grippe saisonnière désormais en phase épidémique. C'est le cas depuis la deuxième semaine de janvier. Vous le voyez sur cette carte du réseau Sentinelle, la région teintée d'orange et de rouge. Le pic de grippe devrait être atteint dans les prochains jours. On en parle avec mon invité, Corinne Drougard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la déléguée départementale adjointe pour l'ARS Île-de-France. C'est l'agence régionale de santé, bien sûr. Alors commençons cet entretien déjà par rappeler ce qu'est la grippe, quel est ce virus et quels sont les symptômes de la grippe. Alors les symptômes du virus de la grippe sont généralement une forte fièvre, une toux, des douleurs articulaires et puis une grosse fatigue qui conduisent généralement les patients à consulter un médecin ou à prendre conseil auprès de leur médecin. C'est un virus qui évolue chaque année. On dit que le virus change. D'ailleurs, il y a des vaccins aussi qui changent. C'est un virus qui évolue, la grippe ? Tout à fait. Il y a des circulations de virus différents d'une année sur l'autre. Cette année, on observe une circulation très majoritaire du virus de type A. Est-ce que c'est un virus qui se transmet facilement ? Ah oui, alors le virus de la grippe est fortement transmissible et c'est pour ça qu'il y a des mesures barrières et des précautions à prendre pour éviter de contaminer son entourage ou d'être soi-même contaminé. Ça se transmet par la voie des airs, le contact aussi ? Oui, tout à fait. Ça se transmet par la salive, par les aérosols et puis les contacts main-bouche, évidemment, sont une voie privilégiée pour se contaminer. Alors, chaque année, il y a une nouvelle version aussi du vaccin qui sort pour des publics sensibles, notamment les jeunes, les tout jeunes et les personnes âgées. Ça, c'est essentiel de se faire vacciner chaque année contre la grippe ? Oui, alors le message important à faire passer, c'est effectivement que la vaccination contre la grippe est un moyen efficace de s'en protéger, principalement pour les personnes âgées, mais aussi les personnes qui présentent une pathologie particulière. Donc ça, c'est un moyen efficace, mais ce moyen, il est renforcé par les mesures de prévention, les mesures barrières, les gestes barrières que l'on doit avoir en période d'épidémie. Et qu'on va présenter dans un instant. Donc cette année, encore une fois, le vaccin a été efficace, ce vaccin contre la grippe ? Alors oui, le vaccin de cette année 2018-2019 est efficace et contient les bonnes souches par rapport à la circulation virale que l'on observe durant cette épidémie. Je le disais en début d'entretien, l'Île-de-France est en phase épidémique depuis la mi-janvier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être en phase épidémique ? Être en phase épidémique, ça veut dire qu'on a atteint un seuil, un nombre de consultations pour 100 000 personnes. C'est-à-dire que quand on dépasse environ 170 consultations pour grippe pour 100 000 personnes, on considère qu'une région, un territoire est en phase épidémique. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est à environ 400 consultations pour 100 000 personnes en ce moment. Est-ce que l'Île-de-France est un territoire particulièrement touché par rapport à d'autres régions françaises ? Non, l'épidémie, elle est de même ampleur sur toutes les régions, en métropole. Il n'y a pas de particularité liée à l'Île-de-France. Une fois qu'on passe cette phase épidémique, le virus est en recul. C'est la dernière phase ? Alors voilà, une fois qu'on aura passé le pic de l'épidémie, on va observer une décroissance du nombre de consultations, du nombre d'accueils au service d'urgence. Et sur quelques semaines, on va de nouveau passer sous ce seuil épidémique. Juste pendant cette période, quelles sont les missions de l'ARS Île-de-France ? On imagine sensibiliser, rappeler les bons gestes qu'on va préciser dans un instant. Oui, bien sûr, et puis aussi faire le lien avec les établissements de santé qui, depuis quelques semaines, sont très sollicités au niveau des services d'accueil des urgences, de la régulation du SAMU, où il y a énormément d'appels, il y a une activité soutenue de ces services, et donc faciliter aussi l'organisation des services et veiller à ce que ces services ne soient pas saturés. Alors, on en a parlé depuis le début de cet entretien, ça y est, c'est l'occasion d'en parler, ces fameux gestes barrières, quels sont-ils pour éviter justement se protéger face à la grippe ? Alors le premier de ces gestes, c'est évidemment de se laver les mains très fréquemment dans la journée. On se lave les mains une fois qu'on s'est mouché, qu'on a éternué, quand on rentre chez soi, après avoir utilisé les transports en commun, avant de manger. On se protège aussi
Lorsqu'on est contagieux, lorsque l'on a la grippe, on protège son entourage en portant un masque. Et puis on aère aussi très régulièrement son logement. Au moins 10 minutes par jour, chaque pièce de son logement doit vraiment être aérée pour renouveler l'air et éviter une concentration du virus à l'intérieur de nos logements. Donc ça, c'est pour éviter la contamination. Si justement on présente les symptômes qu'on présentait en début d'entretien, que faut-il faire ? Il faut aller tout de suite voir son médecin traitant ? Alors, en fonction de la gravité des symptômes et de l'ampleur des symptômes, une consultation chez le médecin n'est pas forcément obligatoire. S'il y a des symptômes importants, effectivement, consultez son médecin. Ne pas aller aux urgences en première intention. Si vous ne pouvez pas avoir rendez-vous avec votre médecin traitant rapidement, si c'est le soir ou le week-end, appelez le 15 qui va vous orienter vers les maisons médicales de garde et les services de soins de garde le soir et le week-end. Et toutes ces informations, ces bons conseils sont bien sûr à retrouver sur le site de l'ARS Île-de-France qui s'est affiché durant cet entretien. Merci Corinne Drougard d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes déléguée départementale adjointe pour l'ARS Île-de-France. Économie, on le sait depuis une semaine, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi reste le numéro 1 mondial de l'automobile en 2018. L'union a été scellée par Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault, désormais incarcéré depuis plus de 2 mois au Japon. Aujourd'hui, la question de cette alliance, de l'évolution de ce partenariat se pose. Quelle est la situation au technocentre Renault à Guyancourt ? Élément de réponse avec Nicolas Dandry. Ils sont près de 2/3 sur les 11 000 salariés du Technocentre Renault de Guyancourt à œuvrer pour l'Alliance. Plusieurs activités mises en commun, notamment l'ingénierie, avec le développement de la plateforme du véhicule, c'est-à-dire la partie basse d'une voiture. Au vu du contexte, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Sollicités, les syndicats ont accepté de décrire la situation actuelle au Technocentre. En fait, tout ce qui n'est pas vu du client est potentiellement quelque chose qui peut être développé par l'Alliance. Et doit d'ailleurs à terme être développé par l'Alliance et peut aller sur des marques de l'Alliance sans difficulté d'intégration. À Guyancourt, 4500 employés dans le secteur de l'ingénierie travaillent pour l'Alliance. Ils sont au contact au quotidien avec les Japonais. Des échanges sur les caractéristiques de chacun liées aux différences culturelles. Une grande partie des salariés du Technocentre reprochent que la stratégie de l'entreprise fasse plutôt des choix du côté Nissan plutôt que choisir des techniques développées par les salariés du Technocentre. C'est surtout en visioconférence et donc des échanges quotidiens, pas toujours faciles à avoir. C'est pas facile parce que les Japonais protègent leur industrie et leur travail et ont du mal à partager leur savoir-faire. L'Alliance a permis de réaliser des économies. La synergie entre Renault et Nissan a été chiffrée à 5,7 milliards d'euros en 2017. Renault a le budget recherche sur les 6 prochaines années de l'ordre de 17 milliards d'euros. Mais en fait, si avec l'effet Alliance, on a un portefeuille de 50 milliards d'euros en termes de technologie disponible. Le nouveau PDG de Renault, Jean-Dominique Sénard, est pressenti pour devenir le nouveau président de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Nouvel invité qui m'a rejoint en plateau, Michel Zella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de BGE Yvelines, la structure de formation et d'accompagnement des entrepreneurs sera présente demain mercredi et jeudi au Salon des entrepreneurs. Ça se passe au Palais des Congrès à Paris et vous allez nous dire dans un instant pourquoi vous êtes présent sur place. Présentez-nous déjà ce rendez-vous, c'est quoi ce Salon des entrepreneurs ? Alors le Salon des entrepreneurs, c'est un rendez-vous qui donc a lieu chaque année, début février, et qui attend 65 000 entrepreneurs sur 2 jours, donc demain et après-demain, qui accueille 400 exposants, 200 conférences. Donc c'est le rendez-vous des entrepreneurs, ceux qui veulent créer l'entreprise et des dirigeants. C'est un rendez-vous important, intéressant pour ces entrepreneurs. Justement, il faut y être à ce salon. Oui, alors c'est intéressant, bien sûr, à plus d'un titre. Alors peut-être quelques chiffres pour illustrer l'intérêt pour les entrepreneurs de venir à ce rendez-vous et de trouver de l'information pour peut-être renforcer leur connaissance pour bien créer leur entreprise. Il faut savoir qu'en France et en Île-de-France plus précisément, la création d'entreprises est très dynamique. Entre 2017 et 2018, elle a augmenté de 20%. Donc il y a 195 000 à peu près créations d'entreprises par an en Île-de-France, dont 16 000 dans les Yvelines. Donc une dynamique importante. Et en parallèle, il faut aussi avoir en tête que il y a aussi la réalité de création d'entreprise
entreprises qui ne sont pas très solides, il y en a un peu moins de la moitié qui sont encore vivantes après 5 ans. Un autre chiffre intéressant, il y a moins de 5% des entreprises qui créent un emploi supplémentaire en plus du chef d'entreprise dans la première année. Et finalement, très peu de ces entreprises sont accompagnées. C'est de l'ordre de 12% en Île-de-France. Donc c'est finalement très peu. Donc, finalement, c'est d'avoir sur ce salon plein d'informations, avoir des bons conseils aussi pour cette création d'entreprise. Il s'y passe quoi sur ce salon? C'est de la conférence, de la rencontre sur stand? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Alors très concrètement, oui, nous tenons un stand. BGE accueille sur la région, le stand de la région Île-de-France. Alors nous sommes présents à 2 titres. On va peut-être en parler un petit peu après sur le stand de BGE, du réseau BGE, qui est le premier réseau en France d'accompagnement à la création d'entreprises, et sur le stand de la région Île-de-France. Et donc sur l'intérêt de ce que l'on va proposer, c'est bien sûr des conseils. Donc très concrètement, les gens vont venir voir nos conseillers. Nous, BGE Yvelines, on a 3 conseillers qui seront présents sur ces 2 jours. Et on va prodiguer les premiers conseils et orienter les personnes vers des programmes pour justement renforcer leurs compétences. C'est la clé de nos activités, c'est d'accompagner les personnes pour qu'elles se préparent à être chef d'entreprise, se préparent au métier de chef d'entreprise. On sous-estime souvent l'importance de se former. Beaucoup de gens vont à la création d'entreprise, et c'est vrai, de façon de plus en plus incitative. Certains statuts comme le micro-entrepreneuriat incitent facilement à créer son activité, mais ce n'est pas pour autant qu'on est prêt à se préparer, développer dans des bonnes conditions son activité. Et nous, c'est notre credo à BGE, c'est de proposer des programmes pour renforcer les compétences. Que la personne crée ou pas, ce sera de toute façon un atout dans son parcours professionnel. Alors justement, l'un de ces programmes que vous allez relayer sur ce salon, c'est le programme Entrepreneur Leader. C'est un nouveau programme proposé par la région Île-de-France. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en France, pendant une dizaine d'années, il y a eu un dispositif qui s'appelait le NACRE, et c'était l'État qui pilotait ce dispositif. Donc, il y a eu une redistribution des compétences suite à la loi NOTRe à partir de 2017. Ce sont les régions qui ont repris la compétence développement économique. Et donc, en Île-de-France, la région a choisi de mettre en œuvre un programme qui s'appelle Entrepreneur #Leader. Oui, il y a le hashtag que j'avais oublié. Il y a un hashtag, mais on peut dire en effet Entrepreneur Leader. On vit avec son temps. Voilà, qui a pour objet de proposer un parcours alors assez ambitieux en 3 phases. Une première phase pour les personnes qui veulent créer leur entreprise, pour les porteurs de projets, mais qui ont déjà un projet assez formaté. Et on va l'accompagner jusqu'à la création effective de l'entreprise pour formaliser son business plan, être prêt à réellement créer. Ensuite, il y a une deuxième phase qui, là, propose un financement, un prêt à taux zéro de 8 000 €. Et en phase 3, pour ceux qui, cette fois-ci, ont créé, les dirigeants d'entreprise, soit après ce parcours, soit en entrée directe, peuvent être accompagnés sur les 3 premières années de la vie de leur entreprise. C'est-à-dire que c'est éligible à plusieurs types, alors qu'on soit à la réflexion de son projet ou bien déjà avancé dans son projet d'entreprise, ça s'adresse à plusieurs personnes? Alors pour entrer dans le dispositif, c'est vrai qu'il vaut mieux que le projet soit déjà réfléchi, du moins que la personne ait décidé effectivement de créer et fait un petit travail quand même de réflexion sur ce projet. Nous, on va lui proposer un accompagnement technique renforcé pour justement qu'il se concrétise dans des bonnes conditions. Il faut savoir que ce dispositif mobilise un certain nombre d'acteurs et la région a choisi de mobiliser les principaux réseaux d'appui à la création d'entreprises. Donc en effet, sur la phase 1 d'accompagnement jusqu'à la création, on retrouve BGE, mais également la Chambre de commerce et la Chambre de métier. Sur la phase 2, on va retrouver les structures de financement alternatifs au réseau bancaire, à savoir les réseaux Initiative, France Active, ADI et le réseau Entreprendre. Et en phase 3, on retrouve l'ensemble de ces réseaux qui peuvent suivre les activités qu'ils ont accompagnées. Et pour avoir toutes les informations sur ce programme, BGE Yvelines proposera des réunions d'information gratuites dans les prochains mois. Il y en a une qui est programmée par mois. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais donner juste la prochaine. C'est ce jeudi à Épône à 9h. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des dates et horaires sur le site de BGE Yvelines. Merci Michel Zella d'être passé sur ce plateau, directeur de ce réseau BGE Yvelines. Urbanisme à présent, casser une dalle centrale sans évacuer les occupants. Un chantier réalisé en ce moment à Vélizy, Villacoublay. Citalios poursuit la réalisation d'une première en France dans le quartier louvois. Les précisions de Wilfried Richy.
2 hectares de dalles démolies pour changer le visage du quartier du Louvois à Vélizy, un chantier inédit en France qui rentre en ce début d'année 2019 dans sa phase finale et qui devrait s'achever fin 2020. C'est ce qu'on appelle une opération tiroir. En gros, on a construit un programme immobilier avec du commerce au rez-de-chaussée qui nous a permis de relocaliser les activités du centre commercial qu'on va démolir. En parallèle, on a construit du parking public. L'objectif, c'est qu'on conserve en permanence toutes les capacités de stationnement du quartier et qu'il y ait une continuité de service, une continuité dans l'activité du centre commercial, mais aussi d'autres, puisqu'on a des entreprises qui sont sur site, il y a du service, il y a un cabinet médical. Conçu dans les années 70, ces 5 tours de près de 2000 logements ne répondaient plus aux nouvelles exigences des habitants. Sa refonte permet d'optimiser l'arrivée en 2016 du tramway T6. On avait 20 000 m² de dalles, juste derrière, et on supprime les 20 000 m² de dalles pour retrouver le sol naturel. Et c'est là que c'est innovant, puisqu'à cette dimension-là, j'en avais pas conscience quand on a lancé le projet, mais en fait c'est la première fois qu'on supprime 20 000 m² pour faire rentrer la forêt dans la ville. Donc on crée une rue qui va du tramway à la forêt, on a transféré tous les commerces qui se retrouvent avec des vraies boutiques dans la rue, et on crée en fait une vie de quartier qu'on n'avait pas. Et là on se retrouve avec les riverains qui reprennent plaisir et qui ont vite pris possession de ce nouveau quartier avec cette dalle qui va être totalement transformée. Mené par Citalios, le budget global de l'aménagement dépasse les 80 millions d'euros. Autre chiffre, la création de 150 logements, d'un cabinet médical de 950 mètres carrés ou encore d'un équipement sportif de 4500 mètres carrés. Et si le week-end prochain, vous alliez à la rencontre de talents, le 9 février, c'est la 4e saison du Tremplin des Voix. Pour en parler, Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est l'occasion, ce tremplin, de découvrir une vingtaine de chanteurs en herbe. Et oui, ils sont même 22 précisément à concourir dans 3 catégories, les 16 ans et moins, les 17 ans et plus, et les auteurs, compositeurs, interprètes. Pour certains, ce sera la toute première scène, pour d'autres, un nouveau tremplin pour se faire connaître. Mais avant le passage sur la scène de l'Estaminet, ils sont accompagnés par les organisateurs du tremplin. L'objectif, peu importe le niveau et le temps qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, on va dire, c'est de pouvoir les accompagner sur le chemin, dans le chemin où ils en sont, on va dire, justement pour s'améliorer, pour connaître un petit peu, leur donner les clés pour pouvoir partager avec le public, pour pouvoir mieux chanter. Et depuis plusieurs semaines, ils répètent leur gamme, mais aussi leur présence scénique. C'est une soirée, Mélanie, qui débutera à 20h. Et oui, et le public va être mis à contribution. Il y a un système de vote par téléphone. Tout le public participe donc à la soirée. Et Nils Sadoun, le présentateur, nous en dévoile quelques éléments clés. Les anciens gagnants donc des années précédentes qui viennent et qui commencent la soirée, parce que commencer la soirée pour le premier, c'est toujours un peu compliqué. Plus compliqué. Voilà, celui à qui on dit allez c'est parti, vas-y mets le feu. Et puis après petit à petit, il y a des jeux dans le courant de la soirée pour gagner des places, pour gagner on essaye de faire participer un maximum le public parce que c'est super important. Alors pour les impatients, la liste des talents de la soirée est publiée sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Les artistes devront notamment convaincre Bruno Berberès, le directeur du casting de The Voice et The Voice Kids, et Léa, gagnante de la première saison du Tremplin et candidate 2017 de The Voice Kids, et Bertrand Houillon, le maire de Manille-les-Hameaux. Merci Mélanie pour ce coup de cœur. Votre émission le 7-8 Culture à suivre après ce journal avec ce sujet par exemple. Est-ce que vous fuyez devant le grec et le latin, vous ? Ça m'a fait peur au collège, mais de temps en temps, ça fait du bien, on comprend l'origine des mots comme ça. Et cet événement avait en tout cas pour but de dépoussiérer ces langues dites mortes. Le week-end dernier, Versailles accueillait la première édition de son festival des langues classiques et aussi du chinois. 2 jours de rencontres et d'échanges avec quelques influences magiques. Retour avec vous, Mélanie Poquet, et aussi Marilène Yapicheno. Un langage de sorcier qui emprunte au latin. J.K. Rowling a parsemé ses ouvrages de références antiques. Des emprunts qui ont donné envie à la romancière Blandine Lecalé d'en faire un ouvrage sur une idée soufflée par ses étudiants. Déjà, il y a beaucoup de noms de professeurs qui font directement référence à des dieux du panthéon gréco-romain. Le professeur McGonagall s'appelle Minerva. C'est Minerve Athéna, la déesse de la sagesse, et aussi une déesse guerrière. Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les noms, il ne s'agit pas simplement d'emprunter des noms,
c'est que la personnalité des personnages qui les portent sont aussi en accord avec les dieux, leurs homonymes antiques. Une démarche de vulgarisation qui s'inscrivait dans le premier festival des langues classiques organisé par la ville de Versailles. Au cœur de cette édition, la transmission des racines pour comprendre sa culture. Versailles, son château, cette ville est une ville qui s'est conçue dans une logique de référence à l'antique. Il suffit de se promener dans les jardins du château de Versailles pour voir ces statues qui sont pour beaucoup d'entre elles des copies d'antiques. Le néoclassicisme est né à la cour. Une vingtaine de rendez-vous animés par des chercheurs, des historiens et des romanciers pour dépoussiérer l'image des langues. Moi j'aime bien la éthologie et comme c'était maman qui m'avait proposé, moi j'ai dit oui. Ça permet justement de faire vraiment le lien entre aujourd'hui et les langues anciennes et montrer que ça sert encore aujourd'hui et que c'est important la culture antique encore aujourd'hui. Le festival a attiré près de 2000 passionnés. Les organisateurs réfléchissent déjà à la seconde édition. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.